fondements et concept marketing. Deuxième partie. La fois dernière, nous avons présenté le marketing. Nous avons abordé certains concepts fondamentaux. Nous avons cherché à savoir pourquoi le marketing. Et nous avons parlé de la conception traditionnelle du marketing, de la conception nouvelle du marketing, puis du marketing intégré. En abordant ces notions, nous avons aussi parlé des autres formes de marketing. J'espère vous rappeler clairement ce que nous avons fait, d'accord? Et nous sommes passés à la notion de la mercantile et du consumérisme, où nous avons parlé euh, des des organismes du consumérisme, d'accord? Nous avons parlé des organes privés et des organes publics. Puis, nous avons abordé la notion de définition du marché. Et c'est dans cette optique que nous allons évoluer aujourd'hui, d'accord, en abordant, nous avons déjà parlé des personnes qui interviennent sur le marché, ce que c'est que le marché, les divers aspects et éléments du marché. Donc, nous étions à ce niveau lorsque nous nous sommes arrêtés puisque nous avions voulu tenir dans l'heure. Et si vous vous rappelez très bien, nous avons parlé en termes de marché des intervenants sur le marché, les producteurs, les distributeurs, les prescripteurs, les acheteurs et consommateurs. Alors, c'est là nous nous étions arrêtés et nous avons fait comprendre que euh, au niveau des consommateurs, il y a des consommateurs absolus et nous avons parlé de la télé pour les non-voyants, la radio pour les sous, d'accord, où les produits ne seront jamais consommés par ceux-là en termes de publicité, sinon ils consomment bien ces produits-là. Alors, nous avons présenté la demande potentielle, les clients actuels, la notion de non-consommateur relatif. Alors, nous avons abordé quelques notions de calcul et nous allons évoluer. Shalom, peace, bonjour à tous. Espérons que vous êtes tous en bonne santé et euh, euh, totalement attentifs à ce que nous faisons. Nous vous souhaitons tous la bienvenue où nous formons, nous éduquons et nous élevons de façon intellectuelle un bon nombre de personnes qui nous écoutent. Shalom à ceux qui sont de l'autre côté de la ligne. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne et à tous ceux aussi qui sont en présentiel.
Bonjour chers tous. Oui, alors nous continuons notre cours aujourd'hui sur euh, la deuxième partie de la notion euh, du concept de marketing. Alors, quand nous parlons de demande potentielle, nous avons déjà donné le plan la dernière fois. Alors, nous continuons en deuxième partie avec le même plan. Nous n'allons pas modifier le plan. Tout en vous invitant de vous abonner, de partager, de liker et de soutenir nos activités par vos divers dons, tels que vous le faites d'habitude. Nous abordons la notion de demande potentielle en marketing. Alors, la demande potentielle ou DP revient à un calcul qui se fait en termes de non-consommateurs relatifs plus consommateurs actuels. Si vous voulez connaître la demande potentielle, d'accord, vous faites la sommation des non-consommateurs relatifs et avec et celle des consommateurs actuels. Alors, vous pouvez aussi calculer le taux de pénétration qu'on appelle souvent T.P. Alors, le taux de pénétration équivaut euh, à, au consommateur actuel, d'accord, au nombre de consommateurs actuels que vous multipliez par 100 et vous divisez par la demande potentielle que vous avez déjà calculée en termes de non-consommateurs relatifs plus consommateurs actuels. Ça suit. Alors, nous continuons. Vous pouvez aussi calculer la part du marché que l'on appelle PM. Cette part du marché, d'accord, fait, euh, se fait en calculant le chiffre d'affaires de l'entreprise fois 100 sur le chiffre d'affaires de la profession. Et qu'est-ce que la part du marché? La part du marché traduit la place qu'occupe une entreprise par rapport à la profession. Comme souligné déjà dans nos cours précédents, la profession est l'ensemble des entreprises qui vendent ou qui produisent le même produit et le ou les mêmes produits ou les produits similaires. Vous pouvez aussi calculer cela de façon à faire PM égale CA de l'entreprise fois 100 sur le CA de la protection, de la profession, toutes mes excuses. En volume de vente de la marque divisé par le volume de vente de toutes les marques. C'est simple, hein? D'accord? En valeur, la valeur des ventes de la marque divisée par la valeur de toutes les marques. La valeur de vente. D'accord? Je reprends à ce niveau-là. En valeur, vous faites la valeur de toutes les ventes de la marque divisé par la valeur des ventes de toutes les marques. Là, vous pouvez connaître la part du marché. D'accord? Qu'est-ce que le chiffre d'affaires de la production qu'on appelle le K, sinon le CA en indice PR? Le CA en indice PR, c'est le CA de l'entreprise plus le CA de la concurrence. Et la part relative du marché revient en première formule à calculer la part PRM, d'accord, la part relative
du marché en faisant le CA de l'entreprise fois 100 sur le CA du concurrent principal. Il y a une deuxième formule que vous pouvez utiliser pour calculer la part relative du marché en faisant le CA de l'entreprise divisé par le CA des principaux concurrents fois 100. Il y a aussi une troisième formule qui consiste à faire pour calculer toujours la part relative du marché. Vous faites le PM de l'entreprise fois 100 sur le PM du concurrent principal. On communique ici les, les CA, d'accord? Les CA d'une entreprise A telle que estimée à 20 millions, celle d'une entreprise B à 18 millions, celle d'une entreprise C à 13 millions, celle d'une entreprise D à 10 millions et on vous demande de calculer la part relative du marché de l'entreprise A et de chercher à connaître aussi le CA de la profession. Alors, pour résoudre cela, nous allons faire simplement déterminer d'abord la part relative du marché de l'entreprise A qui revient à PRM en indice A égale à la au CA de l'entreprise A fois 100 sur le CA du concurrent principal. Cela revient à faire 20 millions fois 100 sur 18 millions. Alors, vous allez vous retrouver à 111%. D'accord? Euh, en termes de part relative du marché. Si vous voulez connaître le CA de la profession, ce qui nous est demandé d'ailleurs, il va falloir faire le CA euh, de l'entreprise principale qui revient, il va falloir calculer le CA de l'entreprise le CA de la profession, toutes mes excuses. Il va falloir calculer le CA de la profession qui revient à faire 10 millions plus 18 millions, plus 13 millions, plus 10, plus les 20 millions, d'accord? Ce qui revient à 61 millions. Vous comprenez? Vous faites simplement la somme des CA vous faites simplement la somme des CA de toutes les entreprises. Et ici, si vous voulez calculer le taux d'équipement qu'on appelle généralement TE, ça fait le nombre de produits, services ou parcs ou le nombre de biens vendus sur le marché, qu'on appelle toujours le parc, fois 100 sur la demande potentielle. Cela vous permet de calculer le taux d'équipement, que d'autres aussi appellent TR. Alors, non, 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 ce n'est pas le TR, c'est plutôt le taux d'équipement. Le taux de renouvellement, plutôt, est différent. Le taux de renouvellement revient au volume des achats de remplacement fois 100 sur le volume des achats totaux. Et ici, il faut comprendre que le taux d'équipement et le taux de renouvellement sont spécifiques aux biens durables. Je crois que c'est compris. Alors, le taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'entreprise se calcule en TA égale le CA moins, se calcule en termes de CA principal moins le CA de la profession
croissant sur l'ensemble des CA. Alors, si vous voulez connaître le taux moyen d'accroissement qu'on appelle TMA, c'est la somme de toutes les CA à l'infini fois 100 sur le nombre total des CA. Ici, ce calcul est simple. C'est la manière dont nous sommes en train de peut-être l'expliquer qui va peut-être vous va vous faire penser que cela prête à confusion. Non. Nous allons prendre en commentaire notre marqueur et notre crayon et vous expliquer cela plus en profondeur. Alors, rejoignez-nous, même si vous êtes en ligne, inbox pour plus d'explications, pour plus d'approfondissement. Alors, essayons de voir ce que c'est que la segmentation, le ciblage et le positionnement. La segmentation des marchés, qu'est-ce que c'est? Dans le concept de marketing intégré, le client est le point de mire de tout effort de l'entreprise, de tous les efforts de l'entreprise. Et de ce fait, le client est l'organe de commande de la destinée de l'entreprise. Alors, pour cette raison, le client et son comportement constituent le terrain vital de l'entreprise. Or, la principale différence entre les clients résulte de leur motivation. Cela revient à dire que pour l'entreprise, il existe une grande variété de clients. Il devient alors indispensable de diversifier la profession et les actions commerciales de façon à s'adresser à des segments de marché bien définis plutôt que de proposer des actions conçues pour plaire moyennement à tous. Et en fait de compte, ne vraiment plaire à personne. Euh, cette nécessité de définir à l'extérieur d'un marché potentiel des catégories de consommation bien tranchées donne naissance aux études de clientèle par les méthodes de segmentation. Qu'est-ce que segmenter un marché? Segmenter un marché potentiel consiste à décomposer en certain nombre de catégories homogènes et nettement différenciées. En définitive, il est question donc de regrouper les clients qui ont les mêmes besoins sur la base d'un certain nombre de variables. Ici, nous dirons donc que ces variables sont normalement les suivantes, entre autres, les principales. Il faut voir la condition économique et socio-démographique, c'est-à-dire les revenus, les classes socio-professionnelles, les régions, l'habitat. Il faut aussi prendre en considération les caractéristiques personnelles dites objectives en termes d'âge, de sexe, de nombre d'enfants, d'origine, de nationalité. Il ne faut pas négliger le comportement d'achat, le taux d'utilisation du produit, la fidélité à la marque, les sensibilités relatives au prix
faut aussi prendre en considération les caractéristiques personnelles dites subjectives en termes de besoins, de prestige ou d'insensibilité au statut social, d'optimisme ou de pessimisme. Quand on prend un exemple, l'exemple d'une entreprise où la clientèle fait objet d'une segmentation selon les critères que nous avons cités, c'est-à-dire le sexe, il faut voir si c'est un sexe masculin ou féminin, selon l'âge, est-ce qu'ils ont moins de 20 ans, de 20 ans à 30 ans, est-ce qu'ils ont plus de 60 ans ou de 30 à 60 ans? Il faut prendre en considération cela. Il faut aussi faire une situation familiale. Sont-ils des célibataires, des mariés, des divorcés, des veuves ou veufs? Il faut étudier alors les deux sexes. Il faut étudier 4 tranches d'âge. Il faut étudier 4 types de situations familiales. J'espère que ça suit. Ok, n'oubliez pas de nous soutenir, d'accord? Cela se fait comme d'habitude, comme vous le savez, soutenez-nous et soutenez les actions que nous menons. Et n'oubliez pas de, comme on le dira, de vous abonner massivement à notre chaîne Chaya Fondation Internationale ou Chaya Fondation Toko. Nous sommes totalement autorisés à faire ce travail qui contribue à lutter contre l'ignorance sous ses formes, lutter contre la destruction, favoriser l'éducation active et participative de tous et beaucoup d'autres choses que nous faisons ensemble. Alors ici, nous continuons pour vous demander aussi de liker, d'aimer, de partager la vidéo, de faire tout ce que vous pouvez faire pour réellement apprendre et nous revenir pour vos textes. Bien sûr, nous avons des textes que nous faisons à tous ceux qui suivent nos formations afin de voir leur niveau d'évolution et autres et de pouvoir leur octroyer, si possible, des attestations venant officiellement de notre organisation. Alors, ici, nous étions en termes de segmentation euh, du marché et nous pouvons dire qu'il y aura 2 fois 4 fois 4, donc 32 combinaisons, chaque individu se caractérisant à la fois par son âge, son sexe et sa situation familiale. Toujours dans le sens de l'exemple que nous avons pris, c'est-à-dire en termes de sexe, d'âge, de situation familiale, où nous avons déjà 3 segments en termes des deux sexes, féminin, masculin, en termes de l'âge, moins de 20 ans, 20 à 30 ans, 30 à 60 ans, plus de 60 ans, en termes de situation familiale, marié, divorcé, célibataire, veuf, vous allez voir tout cela. Alors, nous aurons 4 types de situations familiales. Donc, cela revient à 2 fois, 2 étant pour le sexe, fois 4 tranches d'âge, fois 4 types de situations, ce qui nous donne 32 combinaisons. Ouais, oui, vous comprenez alors. 32 combinaisons. Alors, nous allons marquer cela en termes de M, marié, D, célibataire, non, D, divorcé, C, célibataire, vie, sinon V, veuf. Pour connaître la population dans son ensemble, nous allons faire la population féminine, la population masculine, où nous allons voir que les hommes sont en H, les femmes en F, et nous allons prendre les populations de moins de 20 ans en termes du premier chiffre, en termes de 20 à 30 ans du second chiffre, en termes de 30 à 60 ans le troisième chiffre, en termes de
plus de 60 ans, le quatrième chiffre. Alors, nous aurons au niveau de la catégorie femmes, pour connaître la population dans son ensemble, en thème de F, nous aurons 1, 2, 3, 4, tout comme en thème de M, 1, 2, 3, 4. Et nous aurons alors le C pour célibataire, le M pour marié, comment on appelle, D pour divorcé, le V pour veuf. Au niveau de chaque catégorie, c'est-à-dire quand vous prenez la tranche d'âge numéro 1, vous aurez C, M, D, V. Au niveau de la tranche comment on appelle, deuxième catégorie, la tranche d'âge de 20 à 30 ans, vous aurez C, M, D, V, la même chose, ainsi de suite, au niveau masculin, tout comme au niveau féminin. Alors, vous comprendrez que vous avez 32 combinaisons. Oui, 32 combinaisons, chaque individu se caractérisant à la fois par son âge, son sexe et sa situation familiale. Alors, vous comprendrez alors les différentes segmentations du marché en termes de 2 fois 4 fois 4, 32 combinaisons. Et là, vous avez un marché totalement segmenté et vous pouvez distribuer vos produits facilement. Le même produit sous divers aspects. Oh oui, oui, c'est la stratégie marketing. Alors, de manière générale, nous pouvons distinguer trois types de stratégies globales. Les stratégies à définir en fonction de la différenciation des marchés. Les décisions en prenant en compte les décisions de la société sur le choix des produits déterminent le type des opérations de marketing, de stratégie de vente, de publicité, de mode de distribution. Il faut voir au fait si le marketing est non différencié, c'est le tir à la mitraillette, d'accord? Où vous lancez n'importe comment alors que vous pouvez vraiment segmenter votre marché et vous en sortir. Euh, S'il faut prendre l'exemple de Coca-Cola qui avait un produit visant un marché global. Par la suite, cette firme a introduit la bouteille familiale Fanta, Sprite et les produits qui répondaient à des segments de marché spécifiques. Alors, s'il faut prendre le marketing différencié, pour chaque segment de marché, on apporte un élément approprié, des produits différents ou des prix spéciaux où le prix est spécial et des publicités différentes. Il faut voir aussi que le marketing est concentré. On peut aussi parler de marketing concentré. On se concentre sur un seul segment du marché. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble. Lorsqu'on prend en compte le marketing par segmentation, oui, bien sûr, c'est un peu complexe, mais pour ceux qui sont des spécialistes, c'est pourquoi on recrute le marketeur. On ne prend pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a réellement reçu la formation dans ce sens-là. Mais ici, c'est un cours pour vous montrer au fait comment cela se déroule, d'accord? Alors, il faut prendre aussi l'exemple d'une société qui se dirige vers le public et qui recherche une voiture facile à manœuvrer. Et il faut voir dans ces trois types de stratégies globales, il faut voir les trois types de stratégies globales constituant une stratégie de ciblage. D'accord? Alors, nous allons aborder la notion de ciblage pour dire qu'est-ce que c'est. Le ciblage est lié à la segmentation du marché et regroupe des actions consistant à évaluer les segments et à choisir celui ou ceux qui sont compatibles avec les ressources, les compétences et les objectifs de l'entreprise et qui doivent être visés par l'offre de l'entreprise. Je reprends pour dire le ciblage est lié à la segmentation du marché et regroupe des actions consistant à évaluer les segments et à choisir celui ou ceux qui sont compatibles avec les ressources, les compétences et les objectifs de l'entreprise et qui doivent être visés par l'objectif, sinon par l'offre de l'entreprise. Ce processus de ciblage regroupe trois étapes.
que sont les suivantes que nous allons approfondir. L'évaluation des segments, l'évaluation des ressources de l'entreprise et les prises en compte des objectifs, puis le choix des segments ciblés. Alors, qu'entendons-nous par l'évaluation des segments? Cette évaluation permet d'apprécier la tâche et les possibilités de croissance de chaque segment. La taille du segment choisi doit être compatible avec les possibilités de l'entreprise. En effet, il sera difficile à l'entreprise d'exploiter efficacement son segment de marché si celui-ci est trop grand. Alors, de même, quand il est trop petit par rapport à la capacité de l'entreprise, un segment ne pourrait être rentable. Il est également nécessaire d'évaluer les chances d'évolution et de croissance des segments. Donc, c'est ce que nous faisons en évaluation de segments. En évaluation des ressources de l'entreprise et de prise en compte de ses objectifs, nous voyons au fait, avant de choisir un segment, même attractif, il faut nécessairement tenir compte des ressources de l'entreprise et de ses objectifs à long terme. Pour conquérir durablement le marché, l'entreprise doit s'assurer qu'elle dispose davantage, sinon d'un avantage concurrentiel qu'on appelle portée, qui peut garantir sur le marché une proposition, sinon une position légère, défendable. Et il faut aussi comprendre que en termes de choix de segments ciblés, il faut comprendre que l'entreprise peut choisir des segments qui l'intéressent après avoir satisfait aux exigences des étapes précédentes. Elle doit veiller aux caractéristiques énumérées plus haut pour une bonne segmentation. Alors, qu'entendons-nous enfin par le positionnement? Ce n'est pas la fin du cours, hein? C'est juste enfin par rapport à la segmentation. Oui, segmentation, ciblage et oui, le positionnement. Le positionner un produit, c'est situer l'image particulière de celui-ci, lui donner une personnalité propre. Alors, le positionnement conceptuel consiste pour une marque à occuper une place vacante dans l'esprit du consommateur. Vous comprenez, oui, bien sûr. Cette activité de marketing stratégique concerne au premier plan le produit. Elle favorise son identification et sa différenciation. Le choix d'un positionnement consiste à attribuer une place au produit dans l'esprit des consommateurs par rapport aux produits concurrents. Alors, on a les types de positionnement et leur utilité. Les types de positionnement, on a le positionnement à dominance technique. L'entreprise agit sur les caractéristiques tangibles du produit, les couleurs, les volumes, le volume, la forme, les prix, la taille, d'accord? On a le positionnement à dominance psychologique. Dans ce cas, l'entreprise agit sur l'image essentiellement par la communication. Le positionnement voulu par l'entreprise n'est pas toujours celui aperçu par le consommateur à ce niveau-là. Nous avons aussi le positionnement et la perception du consommateur. Le positionnement permet d'orienter la perfection du consommateur, sinon la perception du consommateur. À défaut d'un positionnement cohérent et établi par l'entreprise elle-même, le consommateur fait son positionnement parfois de façon défavorable à l'endroit de l'entreprise. Généralement, les critères
prix et qualité sont utilisés pour classer les produits à trois niveaux euh, hiérarchiques: bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Alors, quelle est l'utilité du positionnement? Plusieurs facteurs peuvent contraindre l'entreprise au positionnement de son produit. Sans différencier les produits de la concurrence, ceux-ci restent dans l'anonymat. Alors, la publicité seule ne peut pas permettre à fidéliser le client. Pour ce faire, le positionnement est nécessaire pour donner au produit des caractéristiques distinctives. Quelles sont les différentes phases de recherche de la recherche d'un positionnement adapté ou quelles sont les méthodes du positionnement? Le positionnement résulte d'un processus en plusieurs étapes. Il faut parler de la détermination des critères qui décrivent le marché, de la détermination des attributs qui décrivent le consommateur, des recherches d'une place vacante dans l'esprit du consommateur, de l'établissement d'une carte de positionnement, de la vérification de l'adéquation du positionnement. Nous allons détailler tout ceci brièvement pour dire que la différenciation des critères qui décrivent le marché prennent en compte, il s'agit de définir le marché et de préciser la catégorie de rattachement au produit de rattachement du produit. La détermination des attributs qui décrivent le consommateur consiste à relever les différents critères euh, d'une place vacante dans l'esprit les différents critères ou dimensions qui décrivent les aspects qualitatifs du marché. La recherche d'une place vacante dans l'esprit du consommateur consiste pour l'entreprise à déterminer les attributs importants par lesquels elle souhaite différencier son offre de celle de ses concurrents. Il faut voir au préalable que l'entreprise doit faire évaluer les différentes caractéristiques par le consommateur. Alors, en ce sens, l'établissement d'une carte de positionnement est nécessaire. Il s'agit de faire visualiser les positionnements des produits existants sur le marché et la vérification de l'adéquation du positionnement en termes de choix d'un positionnement. Il faut chercher et rechercher et choisir une place pour le produit sur la carte de positionnement. Cette place peut être dans une zone occupée ou non. Alors, on doit développer un marketing mix en cohérence avec le positionnement choisi. Alors, qu'est-ce que le mapping en termes de représentation de l'image conceptuelle? Le positionnement des produits est souvent visualisé par une série de l'univers conceptuel à deux sens. Une carte conceptuelle, une carte euh, perceptuelle selon la nature du produit. Vous pouvez faire une carte perceptuelle selon la nature du produit ou vous pouvez définir vos produits au prix élevé, au prix bas, en termes de produits traditionnels ou produits innovants pour voir si votre produit se trouve dans le premier cadran, dans le dernier cadran, dans l'un des cadrans ou pas du tout. D'accord?
il faut voir que la segmentation, le ciblage, le positionnement sont des activités de marketing stratégique, d'accord, interdépendantes et utiles pour un ancrage direct de l'entreprise sur le marché. Alors, il faut comprendre que la segmentation en termes de définition du profil des segments est en relation directe avec le ciblage qui est le choix des segments ciblés et tous en relation avec le positionnement, c'est-à-dire la différenciation par l'application du marketing mix. Qu'est-ce que la prévision de la demande? Parlons de la généralité. La prévision de la demande, c'est la prévision des ventes qui réalise la synthèse des diverses informations obtenues qui aideront les ventes à venir euh, compte tenu des actions envisagées. Ainsi, pour le chef de l'entreprise, prendre une décision suppose au départ la prévision des objectifs à atteindre. La majeure partie des études de marketing est essentiellement tournée vers l'avenir. La prévision occupe donc une place importante, surtout dans les domaines suivants, nouvel investissement à réaliser, conquête de nouveaux marchés, lancement de nouveaux produits. Il faut dire, elle est rendue sur euh, tous les aspects commerciaux de la firme. Définissons la prévision de demande. La prévision, d'abord, est une estimation de l'avenir. En matière de vente, la prévision des ventes peut être définie comme un établissement par avance des ventes en qualité ou en quantité ou en valeur compte tenu des contraintes que subit l'entreprise et de son action sur ces contraintes. Quelles sont les caractéristiques d'une prévision? On distingue généralement trois niveaux de prévision. La prévision économique à long terme, la prévision à moyen terme et la prévision à court terme. Qu'est-ce que la prévision à long terme? Parlons de 5 ans ou plus. Elle conduit à préparer l'adaptation de l'entreprise à l'évolution du contexte économique, social, politique, environnemental, technologique, culturel, tout ce que vous voyez, d'accord, genre, tout. Alors, elle consiste aussi à définir les objectifs de l'entreprise. Elle consiste aussi à fixer les moyens pour atteindre ces objectifs. Cette prévision se matérialise par un plan de développement à 5 ans. Elle a donc pour but de préciser pour les années futures ce qui sera la structure de l'entreprise compte tenu de l'évolution régulière des événements qui ont une influence sur la vie de l'entreprise en termes de marché, de concurrence, de produits nouveaux. Elle recherche elle recherche en permanence l'expansion économique de l'entreprise.
Et nous allons aborder le deuxième caractère, sinon la deuxième caractéristique de la prévision. La prévision à court terme, qui n'est que celui de quelques mois. À ce niveau, il faut dire que c'est à ce niveau qu'on peut fixer avec une précision suffisante les variations saisonnières et variations conjoncturelles. C'est la prévision du marché. Il s'agit de connaître comment dans les mois ou dans les semaines à venir ou dans les 3 années à venir, si les objectifs de l'entreprise seront atteints. Et à ce niveau, on parle de variation saisonnière. Et qu'est-ce que la variation saisonnière? Ce sont celles qui se renouvellent chaque année et à peu près au même moment. On peut prendre un exemple, les fêtes, les rentrées scolaires, euh, oui, les anniversaires et autres, les célébrations et autres. Qu'est-ce que la variation accidentelle dans les prévisions à court terme? Les variations accidentelles sont difficilement prévisibles. Les accidents de fabrication, la grève, tout le reste. Les, 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 les difficultés rencontrées de façon imprévue. Alors, qu'est-ce que la prévision conjoncturelle? Toujours au niveau de la prévision à court terme, c'est-à-dire celle fixée sur quelques mois, à moins de 3 ans, d'accord? Il s'agit le plus souvent des phases d'expansion, de stagnation ou de récession. Alors, qu'est-ce que la prévision à moyen terme? Cela varie de une année, sinon au-delà de 3 ans aussi, à 7 ans ou une année à 5 ans. Elle permet d'ajuster le programme à long terme en découpant celui-ci en tranches annuelles plus faciles à contrôler et à réajuster. Son intérêt est aussi de donner un cadre de référence aux opérateurs de gestion, aux opérations de gestion à court terme. Son rôle principal est d'aboutir à la définition des différents budgets. Elle couvre généralement l'année et est moins affectée par les variations conjoncturelles ou saisonnières. Les facteurs essentiels sont les prix, les revenus et autres. Quel est l'objet, après avoir présenté les caractéristiques, quels sont les objets de la prévision? Les objets de la prévision. La prévision permet à l'entreprise de définir les objectifs et d'établir les budgets nécessaires à leur utilisation. Les principales fonctions qui concourent à la réalisation des objectifs de toute entreprise sont la fonction commerciale en termes de vente, la fonction d'approvisionnement en termes d'achat, la fonction technique en termes de production, la fonction financière en termes de recherche des fonds.
Pour chacune de ces fonctions, la gestion prévisionnelle se déroule de la façon suivante. Il faut la détermination des prévisions pour les périodes à venir, c'est-à-dire des objectifs à atteindre. En termes d'élaboration aussi de budget, il faut vraiment prendre en considération le fait qu'un budget est un tableau récapitulatif faisant apparaître en valeur l'importance des moyens nécessaires à la réalisation des programmes. Elle consiste à interroger des personnes ayant un avenir sinon ayant un avis sur l'avenir du marché considéré, c'est-à-dire des vendeurs, des experts étrangers et à l'entreprise, des consommateurs et autres. Quelles sont les méthodes qualitatives de prévision? Il y a l'étude des options de vente. Il y a l'analyse des options, sinon des opinions des experts étrangers à l'entreprise. Et il y a la méthode Delphi. Nous allons continuer rapidement pour vous dire que nous sommes là pour vous soutenir, que nous sommes à votre disposition pour faciliter le coaching, pour permettre à ce que vous puissiez mieux vous développer en termes d'entreprise. Et n'oubliez pas de nous soutenir aussi au cours de vos abonnements, au cours de vos remarques sincères et autres. Nous sommes toujours à votre disposition. Continuons pour dire que les méthodes qualitatives de prévision consistent à interroger les personnes ayant un avis sur l'avenir du marché considéré, c'est-à-dire les vendeurs, les experts étrangers à l'entreprise, les consommateurs. Et l'étude des opinions des vendeurs. Euh, Parce qu'ils sont en contact avec la clientèle, les vendeurs sont souvent les premiers à prévoir les tendances du marché. En les interrogeant, il est possible de prévoir les ventes de l'entreprise à court terme. Il faut pourtant insister sur euh, la subjectivité de ces estimations qui dépendent du caractère optimiste ou pessimiste des vendeurs interrogés et du système de fixation des objectifs de vente utilisé par l'entreprise. Si en effet les prévisions du vendeur servent à établir l'objectif, c'est-à-dire le quota de vente qu'il doit atteindre, ce qui est souvent le cas, il aura tendance à sous-évaluer les ventes qu'il pense réaliser sur le territoire. Oui. Pour combattre cette propension à minoriser, sinon à minorer les prévisions, certaines entreprises déterminent le budget publicitaire et promotionnel de leurs
différents secteurs géographiques en fonction des estimations fournies par les vendeurs qui alors sont contrôlés par un dilemme, c'est-à-dire limiter leur quota, donc l'effort de communication sur leur territoire et se priver ainsi d'une aide de vente incontestable ou bénéficier d'une campagne pécuniaire et promotionnelle importante permettant de remplir un objectif de vente même très élevé. Par ailleurs, les responsables de la prévision n'agréerait pas, sinon n'agrégerait pas les provisions, sinon les prévisions des vendeurs, qu'après avoir corrigé certaines d'entre elles à l'aide de coefficients de personnalité calculés en fonction des écarts passés entre les prévisions et les réalisations de chaque vendeur, en tenant compte aussi des discussions directes avec l'équipe de vente et ses responsables hiérarchiques en prenant en considération ses connaissances de l'environnement global, de la stratégie marketing et de la stratégie marketing de l'entreprise, des éléments à prendre en considération lors d'une prévision et que les vendeurs ignorent en grande partie. L'analyse des opinions des experts étrangers à l'entreprise. Il faut voir que dans chaque domaine, il existe des personnes autorisées auprès desquelles le responsable de la prévision peut recueillir des informations et des avis. Des- Parlons des journalistes spécialisés, des distributeurs, des conseillers indépendants, des experts, des chambres de commerce, des syndicats professionnels. Pour collecter leurs opinions, trois méthodes peuvent être utilisées. La discussion de groupe, le groupe d'estimation individuelle, la méthode Delphi, DELPHI. En termes de discussion de groupe, au cours d'une réunion, les experts présentent successivement leur jugement personnel sur l'évolution de la demande. Un débat s'installe et s'instaure et les experts tentent d'arriver malgré leurs prévisions initiales à des discordances, à une estimation collective à partir de cette discordance-là. Il faut comprendre que le groupe d'estimation individuel, à ce niveau-là, les experts communiquent leurs prévisions par courrier, par téléphone ou en tête-à-tête au responsable de la prévision qui se charge d'engager sinon d'en dégager une estimation unique. À cette fin, il pourra calculer soit une moyenne arithmétique, arithmétique une moyenne arithmétique, soit une moyenne pondérée en fonction du degré d'optimisme
ou du degré de pessimisme des experts. La méthode Delphi, de plus en plus fréquente et fréquemment employée, cette méthode conçue par Olaf Helmer et la euh, Rand Corporation consiste à proposer un sujet de prévision à un groupe d'experts maintenus à l'écart les uns des autres, de telle sorte que leur jugement ne soit pas influencé par la contrainte sociale. La méthode Delphi prend plusieurs étapes en compte. On peut voir jusqu'à 8. La première étape recherche 5 à 15 experts du domaine étudié. La deuxième étape élabore un questionnaire initial formulant le problème à résoudre. La troisième étape du questionnement initial, envoie du questionnaire initial. La quatrième étape recueille le traitement des réponses des experts. La cinquième étape est l'élaboration d'un deuxième questionnaire sinon formulant le problème. Ici, la rédaction d'une lettre indiquant les prévisions exprimées et invitant individuellement les experts à préciser leur estimation et à les argumenter et exiger. En sixième étape, il faut voir le recueil et le traitement des réponses. En septième, on envoie une nouvelle lettre aux experts indiquant leur point de vue de la majorité d'entre eux, indiquant les points de vue de la majorité d'entre eux et demandant à ceux en désaccord de formuler les raisons de leur divergence. En dernière étape, sinon en huitième étape, on recueille et on traite à nouveau, on traite les nouvelles réponses, ainsi de suite. Selon Olaf Elmer, l'une des caractéristiques de la méthode Delphi est qu'en imposant aux personnes interrogées la charge de justifier leur réponse, on pousse les gens dont la conviction n'est pas très solide à rapprocher leur estimation de la moyenne, tandis que ceux dont l'opinion est supportée par de bons arguments tendent à garder leurs estimations initiales et à la défendre. Keoko. Alors, la méthode Delphi n'oblige pas les experts à donner leurs prévisions de façon unanime. Les interactions successives de la procédure permettent néanmoins de rétrécir très sensiblement l'éventail des opinions et d'aboutir souvent à un consensus. Et on a enfin les enquêtes sur les intentions d'achat. Là, vous pouvez faire des questionnaires ouverts ou semi-ouverts ou
fermée. Dans le processus d'achat des biens de consommation durable et des biens d'équipement, l'intention précède en général la décision. Les achats impulsifs étant rares. Ainsi, la connaissance des intentions d'achat est souvent considérée comme la meilleure prévision. Lorsque l'acheteur potentiel ou lorsque les acheteurs potentiels sont peu nombreux, par exemple sur certains marchés industriels, il est possible de tous les interroger. En revanche, dès qu'un produit a de nombreux acheteurs potentiels, il faut procéder à une enquête de sondage. Cependant, la question sur l'intention d'achat peut être formulée de façon à chercher la réponse positive ou négative ou ignorante du consommateur. Or, certains consommateurs euh, déclarait ne pas avoir l'intention d'acheter euh, avait une probabilité certes faible, cependant réelle d'acheter. Ils peuvent dire qu'ils ne veulent pas acheter, cependant la probabilité pour acheter peut être là. De plus, le pourcentage de réponse est très important. C'est la raison pour laquelle la probabilité d'achat est à l'heure actuelle préférée à l'intention d'achat stricto sensu, c'est-à-dire au sens strict du terme. Alors, les tests de marché, on n'est pas loin de conclure. Voyons alors. Certaines entreprises prévoient le niveau de la démarche future de leurs produits nouveaux ou de ceux dont le marketing mix a été modifié grâce à leur mise en vente expérimentale. Les données recueillies étant euh, tant sur le marché témoin que dans les magasins laboratoires sont en effet particulièrement utiles pour estimer les ventes et la part de marché du produit étudié ou sans avec ou sans l'aide d'un modèle de prévision. Alors, la prévision de l'avenir permet à l'entreprise d'agir et de modeler l'environnement à son avantage. Il faut dire que c'est un instrument de gestion à long terme. C'était les fondements et concepts en marketing, deuxième niveau. Merci de nous avoir suivis. Nous avons des exercices inbox. Contactez-nous pour les mettre en pratique pour améliorer votre niveau intellectuel. Merci et à la prochaine.